Le message est arrivé par un après-midi paisible, l'un de ces après-midi qui portent habituellement en eux une forme de sérénité absolue. J'étais assise près de la fenêtre de mon petit appartement de province, pliant du linge encore chaud qui embaumait le savon de Marseille et le soleil, quand mon téléphone a vibré doucement à mes côtés sur le guéridon. J'ai souri sans même y réfléchir car les mères ne perdent jamais cette habitude et, même à mon âge, mon cœur faisait toujours un bond de joie quand le prénom de mon fils s'affichait sur l'écran. Mais le sourire n'a pas duré car le texte disait simplement « Ne t'immisce plus dans notre vie, Élodie se sent mal à l'aise, s'il te plaît respecte notre espace ». C'était tout, il n'y avait aucune salutation, aucune douceur, pas même un maman, juste une phrase propre et glaciale qui tranchait plus profondément que n'importe quelle dispute passée. Je l'ai relu lentement, espérant avoir mal interprété les mots, pensant qu'il avait peut-être écrit cela sous le coup de la colère, que son téléphone était peut-être entre les mains de sa femme, ou qu'il y avait une gentillesse cachée quelque part entre les lignes. Mais l'écran restait silencieux et le poids du sens restait accablant. Mes mains se sont mises à trembler alors j'ai posé la serviette pliée sur mes genoux et j'ai fixé le mur en face de moi tandis que les souvenirs affluaient sans permission. Je me suis souvenu des nuits blanches à veiller ses fièvres d'enfant, des petits pains au chocolat glissés dans son cartable pour le goûter avec un mot d'encouragement. Et de toutes ces années où j'avais cumulé les heures supplémentaires à la mairie pour économiser discrètement afin qu'il puisse faire ses études de droit à Bordeaux sans avoir à se soucier du lendemain. Je me rappelais le jour où il m'avait tenu la main en me promettant qu'il s'occuperait toujours de moi, mais aujourd'hui, on me signifiait que j'étais devenue une intruse. Ce qui faisait le plus mal n'était pas la limite imposée car chaque famille a besoin de son intimité, mais c'était la brutalité avec laquelle j'étais soudainement transformée en une étrangère alors que je n'avais essayé que d'aider en préparant des plats quand ils étaient fatigués ou en réglant de petites factures quand les fins de mois étaient difficiles. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée, j'ai recommencé plusieurs fois avant de tout supprimer définitivement. Mes doigts survolaient l'écran mais mon cœur se sentait trop las pour lutter car j'ai réalisé à cet instant une chose douloureuse, si l'amour doit mendier une permission pour exister, ce n'est plus de l'amour, cela devient de l'humiliation. Alors, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait auparavant en posant le téléphone pour choisir le silence, non pas par indifférence, mais parce que j'avais trop de considération pour moi-même pour accepter de m'abaisser davantage. Ce soir-là, j'ai cuisiné pour une seule personne et la marmite semblait plus lourde que d'habitude tandis que la maison paraissait plus vaste et désespérément vide. J'ai mangé lentement en écoutant le tic-tac de la pendule du salon, me demandant à quel moment mon fils avait appris à s'adresser à moi comme à un problème administratif plutôt qu'à sa propre mère. Avant de me coucher, j'ai ouvert l'application de ma banque et mes mains ont marqué une pause car, pendant des années, je les avais aidés financièrement en silence pour le loyer, les courses ou les imprévus sans jamais rien demander en retour, ni même un merci. Mais après ce message, j'ai enfin compris ce que j'avais ignoré trop longtemps, ma gentillesse était devenue indue et mes sacrifices étaient devenus invisibles à leurs yeux. Des larmes ont coulé sur mon oreiller cette nuit-là, mais c'étaient des larmes silencieuses, sans cri ni drame, juste le chagrin sourd d'une mère réalisant que l'amour, quand il est considéré comme acquis, se transforme lentement en solitude. Ce fut la nuit où la porte de mon cœur ne s'est pas refermée avec fracas, mais s'est close doucement, avec dignité et tristesse, marquant le début d'une force que j'ignorais encore posséder. Le lendemain matin, le silence de la maison était presque insupportable alors que j'accomplissais ma routine machinalement, lavant la vaisselle et balayant le sol, mais chaque bruit semblait amplifié car il n'était plus comblé par les éclats de voix ou les rires de la famille. Leur absence était devenue une présence en soi, l'écho creux d'un amour qui fut, et pourtant je n'ai pas cherché à les joindre, je n'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé d'autres messages. Une part de moi voulait s'expliquer, plaider sa cause ou lui rappeler toutes ces années où je m'étais investi dans sa vie comme on verse de l'eau sur une terre aride en espérant une floraison de gratitude, mais une part de moi plus lucide s'était éveillée. J'ai compris que le respect ne s'exige pas mais qu'il se mérite, et s'ils pouvaient me traiter comme une inconnue, alors il était temps que je traite leur absence avec la même distance sereine. Les jours suivants furent pesants mais je restais occupé pour éviter de sombrer dans la mélancolie, bien que chaque tâche porte le poids des souvenirs, comme ce linge que je pliais et qui me rappelait chaque étape de sa vie. De ses premiers pas à son installation dans son premier appartement à Lyon. J'avais fait partie de tous ces moments et pourtant, j'étais effacé d'un trait de plume, ou plutôt d'un SMS. J'ai pensé à mon petit-fils Lucas, imaginant qu'il avait besoin d'un câlin de sa grand-mère, mais chaque scénario imaginaire se terminait par un rejet car le silence avait déjà parlé plus clairement que les mots en disant que je n'étais plus souhaité. Un après-midi, en regardant les voisins passer depuis ma fenêtre, j'ai réalisé combien de temps j'avais passé à me plier en quatre et à me sacrifier dans l'espoir de garder ma famille unie, sans que cela ne garantisse pour autant ma place à leur table.
Mon cœur souffrait mais une clarté nouvelle s'installait car j'ai compris que la bonté n'a de valeur que lorsqu'elle ne détruit pas votre propre identité. J'ai commencé à voir que ce silence était un enseignement me montrant la différence entre l'amour qui guérit et l'amour qui diminue. Puis un soir, j'ai entendu le rire de Lucas résonner dans le couloir de l'immeuble alors qu'il rentrait de chez un petit camarade voisin, et j'ai ressenti un pincement au cœur, une nostalgie immense, mais tempérée par une force tranquille. J'avais trop aimé pour permettre à leur indifférence de définir ma valeur personnelle. Dans les jours qui ont suivi, j'ai cessé tous les virements bancaires et les petits cadeaux car ce n'était pas par colère ou par rancœur, mais par pure reconnaissance de la réalité. Je devais regagner ma dignité, cette part de moi qui avait été érodée par leurs exigences déguisées en besoin. Le silence révélait la vérité et la vérité était limpide, je ne pouvais plus donner ce qu'ils avaient cessé d'estimer. Dans cette réalisation, j'ai trouvé une première lueur de paix, une paix solitaire certes, mais qui m'appartenait en propre. Pour la première fois depuis des décennies, je commençais à ressentir le poids de ma propre existence, non pas comme une ombre sous la leur, mais comme quelque chose de solide et d'inébranlable. C'était au milieu d'une matinée quand on a frappé à ma porte, un bruit sec et impatient qui a immédiatement fait battre mon cœur à tout rompre. Je n'attendais personne et, instinctivement, j'ai senti monter cette vieille espérance que peut-être il venait s'excuser ou renouer le dialogue, mais cet espoir fut éphémère car j'avais appris que l'espoir est un fardeau quand il est mal placé. J'ai ouvert la porte avec précaution et ils étaient là, Julien et Élodie, se tenant maladroitement sur le palier avec un sourire forcé pour lui et un regard fuyant pour elle. Lucas était avec eux, serrant son petit sac à dos, ignorant tout de la tension qui flottait entre nous comme une fumée épaisse. Julien a pris la parole d'une voix trop décontractée pour être honnête en disant qu'il voulait juste discuter, mais je l'ai observé attentivement et je n'ai vu aucune excuse dans son ton, aucun regret pour le message qui m'avait tant blessé. Au contraire, il y avait cette urgence subtile et ce calcul que j'avais appris à reconnaître au fil des ans, leur présence n'était pas une réconciliation mais une nouvelle attente. Je me suis effacé pour les laisser entrer et j'ai servi le thé avec une précision délibérée, mes mains étaient stables et mon visage neutre malgré le tumulte intérieur. Après un silence pesant, mon fils a fini par avouer qu'ils avaient des difficultés avec les factures et le crédit de l'appartement et qu'ils auraient besoin d'un petit coup de pouce financier. J'ai hoché la tête lentement, mon thé restait intact dans ma tasse car leurs paroles me semblaient familières mais résonnaient différemment aujourd'hui. Ils ne demandaient pas vraiment, ils exigeaient presque, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit calmement que je comprenais mais que les choses étaient différentes désormais. Je leur ai expliqué que j'avais réalisé que l'amour ne nécessitait pas de preuves sous forme d'argent ou de service et que, après avoir donné pendant si longtemps, j'avais besoin de protéger ma propre sérénité. Je leur ai dit qu'ils allaient devoir gérer cela par eux-mêmes. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle dispute. Après quelques échanges de regards anxieux, ils se sont levés pour partir presque à contre-cœur. Lucas s'est attardé un instant, me regardant avec une curiosité innocente, et je lui ai souri tendrement en lui disant qu'il était temps pour lui de grandir par ses propres moyens. Ils sont partis et, alors que la porte se refermait, j'ai ressenti un soulagement profond et paisible, ce n'était ni une victoire ni une vengeance, mais la satisfaction de s'être tenu droite dans sa dignité. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, et je n'avais pas laissé le ressentiment me définir. J'ai compris que les leçons les plus puissantes s'apprennent dans le silence et qu'ils étaient revenus non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'ils avaient besoin de ce que je ne leur devais plus. Cette réalisation, bien qu'un peu amère, marquait le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais légère, respectée par moi-même, avec un cœur apprenant que la force peut être douce. La maison était vide à nouveau, mais elle ne semblait plus solitaire, elle semblait stable et m'appartenait enfin totalement. Les semaines suivantes furent consacrées à redécouvrir des plaisirs oubliés comme la lecture, le jardinage sur mon balcon ou de longues promenades dans le quartier. Chaque jour, le poids des attentes des autres s'allégeait, laissant place à l'estime de soi et à la réflexion. Parfois, je pensais à eux avec une pointe de tristesse, me demandant s'ils comprendraient un jour la profondeur de mes sacrifices passés, mais cette douleur ne dictait plus mes actes. Un soir, Lucas est passé me voir seul pour me montrer un dessin qu'il avait fait à l'école et ce moment a suffi à mon bonheur car c'était un lien pur, sans argent ni faveur. J'ai compris que se choisir soi-même n'est pas un acte égoïste mais l'acte d'amour ultime car, en honorant ses propres limites, on crée une vie de force tranquille que personne ne peut nous enlever. Ce soir-là, en fermant mes rideaux, je me suis senti en paix, ayant appris à aimer sans me perdre et à donner sans m'amoindrir. Ma vie était enfin pleinement la mienne, et le message était clair, le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ceux qu'on aime est d'être soi-même, présente, respectée et libre.